Bonjour à tous. Aujourd'hui, WeDoBiz sort de ses studios pour aller à la rencontre d'un entrepreneur du monde. Jérôme Leca, bonjour. Vous êtes Bonjour. dirigeant de Scality, une entreprise spécialisée dans les logiciels de stockage de données, pour être assez large. Vous vous êtes lancé en 2009 et vous avez déjà levé 90 millions de dollars. Preuve de la force de votre concept. Aujourd'hui, votre ambition est claire, c'est d'être la prochaine licorne française ou l'une des prochaines licornes françaises. Pour cela, vous divisez votre vie entre Paris, San Francisco et Tokyo. Ma première question est simple, c'est comment est-ce qu'on fait pour vivre entre ces 12 heures, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. On prend des avions. On prend des avions. Non, plus sérieusement, ma vie est totalement différente dans chacune de ces trois villes. Ouais. Donc on s'adapte et c'est très naturel parce que je m'adapte à ce qu'est la ville. Donc la vie à Paris est très différente de celle de San Francisco et elle-même très différente de celle de Tokyo. Je viens à Paris en gros 15 jours toutes les 6 semaines, donc beaucoup. À Tokyo moins fréquemment quand même, puis pour des voyages plus courts. Mais effectivement, on veut développer l'entreprise comme une entreprise mondiale. On fait déjà 50% du chiffre d'affaires aux États-Unis, 35% en Europe, 15% au Japon. Donc il faut être présent. Alors aujourd'hui, justement, vous êtes en France, vous nous recevez dans vos bureaux, près de Madeleine. Merci. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes en France? Est-ce qu'il y a un travail en particulier? Est-ce que c'est spécialisé sur quelque chose, au-delà du business et du boulot, évidemment, de CEO? Je dirais qu'il y a 4 volets quand je suis en France. D'abord, passer du temps avec les équipes. On a la moitié des effectifs qui sont à Paris. C'est l'occasion de les voir. Je ne suis pas là toutes les semaines de façon évidente. Donc c'est l'occasion de parler avec chacun, de répondre aux questions qui peuvent se poser. Donc ça, c'est un volet. Un deuxième volet, c'est de parler à nos clients. On fait quand même un chiffre d'affaires conséquent en France. Et puis, en fait, à chaque fois que je suis en France, je ne suis pas que en France. Je suis en France et puis je vais en Angleterre, je vais en Allemagne, parfois en Espagne. Donc, réellement, je suis en Europe. Vous m'avez dit, ce soir, vous partez à Londres, et puis après, c'est... La semaine prochaine, je suis à Francfort, et la semaine dernière, j'étais à Cologne et Munich. Donc, effectivement, c'est l'Europe, quoi. Donc la deuxième chose, c'est de passer du temps avec les clients, avec les prospects aussi. C'est une grosse décision pour chacun de nos clients que de déployer leur cloud de stockage sur le logiciel de Scality. C'est généralement un changement de technologie, donc il faut en parler et je suis là pour ça. Pourquoi être resté à Paris? Vous avez vraiment une vision européenne. Oui. Vous auriez très bien pu vous installer à Berlin ou à Londres. Alors Londres, bon... compliqué en ce moment, mais bon. Oui, au moment où j'ai fait le choix, le Brexit n'était absolument pas en discussion. Pourquoi Paris? D'abord, Paris est une très belle ville, ça compte. Oui. Non pas que Londres ou Berlin ne le soient pas, mais... Et puis, on trouve quand même des très très bons ingénieurs, en particulier des ingénieurs bien formés en mathématiques et des ingénieurs qui comprennent bien les problématiques d'infrastructure. En fait, traditionnellement, la France a été très bonne en infrastructure. On a le TGV, on a les centrales nucléaires, on a Airbus. Donc, c'est un pays dont l'ingénierie pense infrastructure. Nous, on fait un logiciel d'infrastructure, donc ça se prêtait très très bien. Vous l'avez dit, vous, votre chiffre d'affaires est réalisé à plus de 50% à San Francisco, aux États-Unis. Et vous êtes lancé quand? Ça a été très rapide, entre 2009 et le premier voyage aux États-Unis? Dès le premier jour. En fait, moi, j'habitais déjà là-bas en partie. Donc, l'entreprise, je l'ai créée bicéphale, avec les équipes de développement ici à Paris, et la commercialisation aux États-Unis absolument dès le premier jour. Donc ça a fonctionné tout de suite, en fait. Pour vous, c'était vraiment pensé comme ça? Elle a été conçue comme ça. D'accord. Et on a lancé Tokyo en 2010, donc très très vite après. La première version du produit a été déployée en juillet 2010, et en fait, on a lancé Tokyo tout de suite. D'accord, donc vous n'avez pas eu de problème culturel, de compréhension, comment est-ce qu'on fait du business à San Francisco, à Paris? J'ai fait mes armes comme tout le monde, j'ai fait à peu près toutes les erreurs qu'on peut faire, je les ai faites. Je dis généralement aux gens qui viennent, faites toutes les erreurs mais faites-les qu'une fois, ça ira plus vite. Mais j'ai commencé à aller aux États-Unis dès 2006 avec ma précédente entreprise, on a signé notre premier gros contrat aux États-Unis, un contrat de 5 millions de dollars avec une start-up de 8 personnes fin 2006.
Donc 2007-2008 ont été mes années d'apprentissage. En 2009, j'étais effectivement un peu plus rodé. 3 ans après, donc vous êtes là aux États-Unis. Vous voyez toujours des startups françaises, parce qu'on est là ici toujours dans les entrepreneurs du monde à essayer de faire comprendre les spécificités des endroits où on peut entreprendre. Quand vous voyez une startup ou quand vous voyez un nouvel entrepreneur français arriver, qu'est-ce que vous lui dites en premier? C'est quoi la première erreur que tout le monde fait, qu'on oublie de dire ou qu'on n'entend pas assez souvent? La plus grosse erreur, c'est de penser qu'on ne peut pas faire soi-même et qu'on a besoin d'un Américain pour faire la culture. Et je pense, donc, l'erreur qui se faisait dans les années 2000, et 2010 même encore, c'était on arrive aux États-Unis, on recrute un directeur général américain et on lui confie les clés de la maison. Ça, c'est voué à l'échec. Oui. C'est voué à dépenser des millions de dollars sans donner de résultats. Vous l'avez pas fait, vous l'avez fait? Je l'ai fait. D'accord. Je l'ai fait, je les ai toutes faites. Donc la première chose, c'est l'un des fondateurs de l'entreprise qui doit aller sur le territoire américain et qui doit faire l'effort d'apprentissage par lui-même. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de moyens qu'il y en avait à l'époque. Je vais notamment mentionner The Refiners, qui est en fait un incubateur pour les entrepreneurs étrangers qui viennent dans la Silicon Valley et qui fait essentiellement de l'éducation culturelle sur comment se comporter dans la Silicon Valley, quels sont les codes. Après, la deuxième chose que je dirais, c'est faites du réseau, faites du networking aux États-Unis. C'est très facile quand vous arrivez aux États-Unis de commencer à parler avec les entrepreneurs français et l'ensemble de la diaspora française, que ce soit à San Francisco, à New York. C'est très bien, il faut le faire. Mais il faut surtout se connecter à des Américains. C'est assez facile, en fait. Vous allez sur LinkedIn, vous demandez à chaque Français que vous connaissez de vous présenter à un Américain. C'est très facile, il faut passer le temps. Il faut prendre le temps de le faire. Il faut savoir que dans la rencontre... Ils vous font confiance tout de suite? Comment est-ce que... Dans la rencontre avec un Américain, il y a un code très important. On n'a pas le droit de prendre rendez-vous juste pour se connaître. Ça, c'est considéré comme une perte de temps. Il faut aller tout de suite au... Il faut avoir une demande, quelle qu'elle soit. Mais il faut venir avec un rendez-vous avec une demande. Le rendez-vous, il peut être très court. Il peut être un quart d'heure, ça peut être une demi-heure, ça peut être un peu plus long. Même un rendez-vous d'un quart d'heure compte. Donc il faut les prendre, ces rendez-vous, aussi courts soient-ils. Il faut venir avec une demande très précise, très ciblée sur la personne qu'on rencontre. La demande, ça peut simplement être « fais-moi rencontrer un tel que tu connais, j'ai vu sur LinkedIn que tu connais un tel, j'aimerais bien le rencontrer, voilà pourquoi ». Toute demande est légitime. Même s'il ne vous connaît pas, il peut... Absolument. Mais l'erreur, ce serait de prendre rendez-vous en disant « oui, en fait, je voulais qu'on se connaisse ». D'accord. Ça, c'est vraiment le C'est pas permis. C'est pas permis. J'ai envie de revenir quand même à vous, parce que au-delà de votre produit, pourquoi est-ce que vous, ça a marché à San Francisco? Au-delà aussi du fait que vous avez fait vos armes aussi, c'était quoi le déclic? Est-ce qu'il y a eu un déclic d'ailleurs? Non. C'est du travail au jour le jour, jour après jour, année après année. C'est pas un moment de déclic. Ça n'a pas été c'est pas un moment de déclic. C'est juste, en anglais on dit relentless, sans jamais s'arrêter, jour après jour. Mais je pense que ce qui fait que ça marche, c'est justement ce networking. C'est que nous, on est au contact de nos grands partenaires, notamment HP, Cisco, Dell, et puis aussi AWS, Microsoft. On est au contact au jour le jour. Et d'être dans la Silicon Valley, ça rend les contacts beaucoup plus faciles. Et puis, les gens passent d'une entreprise à une autre. Vous avez dit d'ailleurs que là-bas, dans la Silicon Valley, et j'imagine aussi aux États-Unis, on parle vraiment le langage des startups. C'est quoi le langage des startups? Là-bas, tout le monde rêve avec ambition. Tout le monde a envie de créer une entreprise, de créer un projet commercial généralement, ou même non commercial. Et il n'y a pas de limite à l'ambition. Et ça, pour moi, c'est la plus grande différence avec la France, où on se dit, faut être raisonnable dans ses ambitions. Faut avoir des paliers, il y en a aussi dans la Silicon Valley, mais le point, pour moi, de différence principale, c'est qu'on rêve grand. Et quand on pense que tout est possible, eh ben, tout est possible. Vous, justement, tout a été possible, vous êtes une entreprise en hypercroissance. Vous avez dit aussi que justement, quand on est en hypercroissance, il vaut mieux être aux États-Unis. Alors il y a ça, ce côté, il n'y a pas d'ambition, mais est-ce qu'il y a aussi... Il n'y a pas de limite à l'ambition. Il n'y a pas de limite à l'ambition, pardon. Mais qu'est-ce qui manque à la France pour justement devenir ce lieu où, quand on est en hypercroissance, c'est bien de rester là? D'abord,
On est aux États-Unis pour diriger l'entreprise, on est aux États-Unis pour les contacts commerciaux et surtout les partenariats stratégiques qu'on peut y faire. On reste en France, vous voyez les locaux ici, on a 1300 mètres carrés, on est 90 à Paris. C'est pas que on est tout aux États-Unis. Donc rester en France, ça veut dire quoi? Moi, je considère que Scality est resté en France. J'ai été mettre l'équipe de direction au sein de la Silicon Valley parce que c'est plus efficace pour développer l'entreprise. Donc je ne suis pas sûr que votre question, je la prends comme telle. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait pour que les entreprises soient en France comme Google est dans la Silicon Valley ou comme Apple ou Facebook sont dans la Silicon Valley? Je pense que la première chose qui manque, et il va falloir être patient, c'est l'expérience. C'est l'expérience des entrepreneurs. On commence à être quelques dizaines, à avoir l'expérience, à avoir fait toutes ces erreurs que je décrivais et qu'on doit faire chacun au moins une fois dans sa vie avant de pouvoir passer à la suite et puis faire mieux. C'est aussi l'expérience du capital risque, où on a quelques équipes en France qui sont formées, mais comparé à quelques centaines d'équipes dans la Silicon Valley, et c'est très important. Et puis, je pense que ce qui manque aussi, c'est la confiance en soi, la confiance qu'on va pouvoir réussir des licornes. Aujourd'hui, on sort tout juste une licorne par an, donc ça manque de modèles. Et il nous faut, à mon sens, au moins 2 licornes par an en France, issues de la French Tech, que ce soit tout fait à Paris, ou fait à Paris et Tokyo, ou Paris et Shanghai, ou Paris et San Francisco, ou Berlin ou Londres, mais issues de la French Tech. Il nous en faut bien 2 par an pour donner confiance que c'est possible. Encore une fois, dans la Silicon Valley, les gens ont vu les succès, que ce soit d'Apple, de Facebook, de Google, de Twitter, dont d'ailleurs aucun de ces succès, excepté peut-être Facebook, n'a été linéaire. La vie d'une start-up s'est fait de haut et de bas, s'est fait de moments extraordinaires et puis de moments de doute. Donc c'est très en dents de scie. Mais il faut à la fin ces succès pour donner confiance que c'est possible. Vous avez écrit d'ailleurs une lettre au président en 2014 pour justement expliquer qu'il fallait faire un pont entre Paris, entre l'Europe même et la Silicon Valley. Aujourd'hui, on en est où sur cette question-là? Le pont, il se construit? Absolument, absolument. Sur toutes les initiatives que j'appelais de mes voeux en 2014, la plupart ont été entamées, voire complétées. Il y avait notamment un des grands problèmes en 2014. On avait 2 problèmes au niveau du financement. On avait le problème du seed, qui a été résolu avec tous les fonds d'amorçage. Donc aujourd'hui, c'est un problème résolu. Quelqu'un qui veut lancer une entreprise, il va trouver les premiers 100 000 ou 300 000 euros qu'il faut pour se lancer. Et puis il y avait un autre problème qui était le large venture. Depuis, il y a eu 4 nouveaux fonds de large venture. Il y a Partech qui en a fait un. Il y a Idinvest qui a une capacité d'intervention large venture. Vous avez la BPI évidemment qui a son fonds large venture. Et puis il y a Iris Capital. Donc ça c'est un autre problème qui a été résolu. Ça veut dire qu'on peut lever 20-30 millions d'euros en France, ce qui sont des montants nécessaires pour aller faire des gros projets. Quand on regarde, il y a un site qui publie toutes les licornes dans le monde. Il n'y en a que 2 sur 150 qui ont levé moins de 100 millions de dollars pour atteindre le milliard de dollars de valorisation. Donc il faut de l'argent pour y arriver. Il n'y a pas d'autre solution. Il y a des exceptions. Criteo d'ailleurs est une très très belle exception. Mais en règle générale, il faut 100-150 millions de dollars pour faire une société qui envoie 1 milliard. Et économiquement, c'est pas choquant. C'est de l'argent bien mis au travail. 150 millions d'investissements qui font 100 milliards, qui font 1 milliard de valorisation, c'est x7, c'est extrêmement bon. Voilà. On va parler un petit peu maintenant du Japon. Vous avez dit que vous avez démarré en 2010, donc 1 an après la création de Scality. J'aimerais quand même que vous me racontiez un petit peu ce saut dans un autre univers culturel, parce qu'entre la France et les États-Unis, on peut peut-être voir, mais c'est quand même vraiment autre chose. D'abord, entre la France et les États-Unis, les différences sont bien plus importantes qu'on l'imagine. Et l'une des erreurs que font les Français, c'est d'arriver aux États-Unis en pensant que c'est pareil. C'est pas vrai. Il faut revoir tous les codes. Il faut absolument se poser la question de tous les codes. La façon de faire le business est très très différente. La façon de recruter, la façon de se comporter avec ses employés, la façon de passer des messages, la façon de communiquer, tout ça sont complètement différents aux États-Unis. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'il y a ce côté où, en tout cas, on peut avoir ces informations beaucoup plus facilement sur les États-Unis que par exemple pour le Japon. C'était ça aussi.
vous avez de refiners à San Francisco, il n'y a pas encore de refiners à Tokyo. Donc oui, mais ne sous-estimez pas les différences culturelles avec Entrepreneurs, les ne États-Unis. sous-estimez pas. Et je dirais en plus que la côte ouest et la côte est, c'est complètement différent. Déjà et, même. et le centre du pays, c'est encore autre chose. Donc ça, c'était pour les États-Unis. J'entends bien que vous dire que je parle du Japon. Le Japon, c'est une culture passionnante, effectivement complètement différente. Avec Vous une étiez attention- préparé quand même pour... Non, j'ai tout appris sur place. Par contre, j'ai pas fait d'erreur là-bas. Ah bon. J'ai pas fait d'erreur parce que j'ai pas supposé que je savais. Donc à chaque pas, j'ai demandé à des Japonais de m'aider à comprendre, de me décoder, de me dire ce que je devais faire. Là-bas, je fais ce qu'on me dit en fait. Et j'essaie de le faire bien. Mais comment est-ce que vous avez fait pour trouver ces bonnes personnes qui vont vous dire la bonne réponse? De proche en proche. D'abord en parlant à nos partenaires américains, nous demandant de nous présenter leur interlocuteur au Japon. Et au début d'ailleurs, on travaillait avec des Américains basés à Tokyo, non pas avec des Japonais. Et puis on a signé quelques contrats. Et du coup, des personnes qui sont des businessmen japonais émérites ont commencé à s'intéresser à nous puisqu'on signait des contrats. Et ça s'est construit dans la durée de proche en proche. D'ailleurs, c'est une des premières choses qu'il m'avait dit quand j'étais au Japon la première fois en 2010, c'est il nous faut du temps pour faire confiance, en particulier pour faire confiance aux startups étrangères. On en a vu beaucoup trop venir, signer quelques contrats et puis abandonner et laisser des clients en plan. Donc on va vous tester, on va attendre de voir que vous revenez et revenez et revenez encore. On va attendre de voir que vous vous engagez et que vous tenez parole, que vous délivrez sur vos engagements. Et seulement à ce moment-là, vous aurez du business au Japon. Donc les 2 premières années, on a fait ça. On a juste été là-bas régulièrement, rencontré des gens, en sachant qu'on ne ferait pas de business les 2 premières années. Et on a eu nos premiers contrats en 2013. Je me souviens aussi l'année dernière quand vous avez reçu le prix de la start-up de l'année pour le prix de l'entrepreneur de l'année organisé par EY et l'Express. Vous étiez venu sur scène pour reprendre votre prix avec justement un partenaire japonais. J'aimerais que vous me racontiez ce moment-là. Oui, j'étais venu avec Fujiwara-san, qui est effectivement le président de notre master distributeur, BBT, au Japon, et qui a aussi décidé d'investir dans Scality au moment où ils ont pris le master distribution. Est-ce que c'est spécifique au Japon, ça? Il se trouve qu'il me disait qu'il était en voyage en Europe la semaine où je recevais le prix. Et je savais que je recevrais un prix ce soir-là. Et je lui ai dit, écoute, si tu es en Europe, viens, il y aura une grande soirée. C'était à l'Opéra Garnier, donc une très très belle salle. Ouais. Et donc je lui ai dit, ça me ferait plaisir. Ce serait un honneur pour moi que tu viennes. Et honnêtement, à ma grande surprise, il m'a dit oui. Et donc, il a changé son voyage pour faire un détour par Paris, pour être là ce soir-là. Et il me faisait un tel honneur que j'avais envie de lui retourner cet honneur et de l'inviter sur scène. À ce moment-là, il lançait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'étais avec un petit mouton, Anpanka, parce qu'il lançait Anpaka TV. Et donc, j'avais la marmotte, la mascotte, pardon, d'Anpaka TV avec moi. Et donc, essentiellement, je souhaitais ce soir-là lui retourner l'honneur qu'il me faisait. D'accord, donc c'était même pas du tout préparé, forcément. Enfin, c'était vraiment. Non, c'était pas préparé. Mais on a l'impression que on le fait pour justement cette notion de confiance à un partenaire japonais qu'on n'aurait peut-être pas eu cette idée-là pour un Européen ou pour un... C'est sûr que je n'aurais pas pensé en termes de l'honneur qu'il me fait, comment je lui rends l'honneur. Je ne me serais pas posé cette question-là si ça avait été un Américain. C'est une réalité. Aujourd'hui, pour le Japon, pour votre business de Scality, où vous en êtes aujourd'hui? C'est quoi vos prochains enjeux? De toute manière, pour nous, pour Scality, que ce soit au Japon, en France, aux États-Unis, l'enjeu c'est la croissance. Donc on fait 100% de croissance entre 2015 et 2016. Plus on grandit, plus c'est difficile de maintenir 100% de croissance. Les chiffres deviennent de plus en plus grands. Donc on a la chance, et aussi parce qu'on travaille beaucoup, de faire ça. Et il faut continuer. Et faire 100% de croissance, ça veut dire toujours recruter plus de monde, les former. On a un enjeu de plus en plus grand dans la formation de nos équipes, notamment la formation sur le cycle de vente. Aussi, l'entreprise mûrit, notre marché mûrit, et au moment où un marché mûrit, en fait, la vente
la relation de vente se transforme. Au début, on est sur des technofans, on est sur des gens à qui on vend de la technologie et qui ont envie d'acheter de la technologie, qui ont envie d'être les premiers à déployer une certaine technologie, qui sont visionnaires. Là, on arrive dans ce que Jeff Moore appelle The Early Majority, dans Crossing the Chasm, qui est un livre que je recommande à tout le monde. Il est plutôt jeune, mais il est tout à fait d'actualité. Donc là, on arrive sur des gens qui sont des pragmatistes, ils veulent juste acheter quelque chose qui fonctionne. Du coup, ce qu'il faut mettre en avant, c'est pas tant la technologie, c'est nos références, et c'est le fait que nous, on a un software qui se déploie et qui fonctionne à chaque fois, ce qui est vrai, et qui délivre ce qu'il promet, à savoir un stockage de très grande taille, très performant et très peu onéreux. Donc ça, c'est au Japon, mais aussi aux États-Unis, comme en France, comme en Europe. Maintenant, j'aimerais aussi qu'on finisse sur la France. Vous qui voyagez entre l'Europe, les États-Unis, le Japon et même l'Asie, pour être encore plus large, comment est-ce que vous voyez ce pays en cette année électorale ? D'abord, je trouve qu'il y a un élan extraordinaire en France sur le digital, sur les startups. Enfin, moi, je l'ai vu. Je suis dirigeant de start-up depuis 22 ans. Donc, j'ai vu différentes phases, avec des phases où on n'aimait pas les startups à Paris. Ça existait? Oui, vraiment. Moi, je me souviens quand j'ai été aux États-Unis en 2005-2006, j'ai commencé à aller vraiment beaucoup aux États-Unis. Et puis à un moment, j'ai dit que j'allais déménager là-bas. La première réaction des gens partout que je rencontrais en France, c'est « Ah oui, tu fais ça par exil fiscal ». Ce qui n'a jamais été mon propos. Moi, j'ai fait ça pour des raisons de business et pour développer le business. Et moi, j'étais absolument persuadé, je le suis toujours, que pour développer l'emploi en France dans le digital, il fallait que je m'établisse à San Francisco. C'était la meilleure route pour développer l'emploi en France. Donc, depuis 3 ans, on a changé d'air. Il y a un élan extraordinaire. Et surtout, ce qui est très beau, c'est que cet élan commence à être reconnu par les étrangers, par les Américains, en particulier dans la Silicon Valley. Il y a eu un très bel article, il y a une dizaine de jours, écrit par John Chambers, qui a été le patron de Cisco pendant 30 ans et qui est aujourd'hui le chairman de Cisco. Et John Chambers qui parle du Digital Divide en Forbes et qui dit « Regardez ce qui se passe en France, la France a compris, la France est en train de faire ce qu'il faut pour être un pays leader dans l'ère digitale. » Et je pense qu'il faut continuer. Alors ça, c'est le côté start-up. J'ai envie de parler aussi un petit peu de ce côté année électorale, ce côté politique. C'est autre chose, je ne vous demande pas de prendre parti, évidemment. Moi, je l'ai déjà fait de façon, vous faites ce que vous voulez. Donc je suis assez à l'aise sur la question. Je pense qu'à côté de cet élan qui est extraordinaire, je pense qu'on a aussi des très gros problèmes en France. Je pense que, tristement, on n'a pas su, ces 30 dernières années, donner leur chance à tous ces jeunes qui sont souvent issus de l'immigration et qu'il y a beaucoup de populations en France qui se sentent en décalage avec le pays, qui ont le sentiment qu'ils ou elles ne peuvent pas réussir, et c'est comme ça qu'on arrive avec un chômage des jeunes de 25%, ce qui est dramatique. Donc je suis persuadé, et ces jeunes en particulier, sont déconnectés de la vie politique française, ils ne croient plus au parti traditionnel. Donc moi je suis persuadé qu'il faut une offre nouvelle, il faut changer, il faut transformer, de même qu'il y a la transformation digitale dans l'entreprise, il faut une transformation politique pour parler un langage vrai. Je pense qu'on a traditionnellement dans la politique, et ce n'est pas vrai qu'en France, on a eu beaucoup de politiques démagogues qui disaient aux gens ce qu'ils voulaient entendre. Moi, je pense que les Français peuvent entendre la vérité. La vérité, c'est qu'on est dans un moment de transformation économique. On est à un moment où la globalisation n'est plus une question, mais une réalité. On est à un moment où l'Europe ne s'est pas construite comme on l'aurait aimé. Et il faut dire les choses comme elles sont pour pouvoir construire. Tant qu'on fait semblant, en fait, on ne peut rien changer. On ne peut rien changer parce qu'il y a des blocages, il y a des gens dans la rue parce qu'ils n'ont pas compris. Donc pour moi, il faut beaucoup de pédagogie. Il faut expliquer, il faut réformer. Et je suis persuadé qu'Emmanuel Macron, avec son mouvement En Marche, est une personne qui peut faire ça. Au-delà de la baisse des charges, est-ce que vous voyez quand même une mesure, une loi ou quelque chose qui pourrait aider non seulement les startups, l'économie, mais qui pourrait peut-être aider la France? Est-ce que vous avez une idée? Vous n'êtes peut-être pas obligé d'en avoir une en particulier. D'abord, moi je ne suis pas... Je ne ferai pas un zoom sur la baisse des charges. Je ne me plains absolument pas du coût de l'emploi en France. Donc pour moi, ce n'est pas une grosse problématique. Je pense qu'il y a beaucoup de secteurs où il faudrait en fait moins d'État. Donc s'il y a une première mesure, ce serait qu'il y ait moins d'État.
C'est la première chose. Il y a beaucoup de choses qui pourraient être confiées à des sociétés privées qui finalement vont avoir des recherches de compétitivité, de productivité plus intenses que les services de l'État et vont pouvoir délivrer des services plus efficaces. Aujourd'hui, il faut donner un chiffre, les entreprises, les 40 plus grosses entreprises de l'Ouest américain, donc je prends la Silicon Valley, Los Angeles et Seattle, sont 2 fois plus profitables que les 40 entreprises du CAC 40, donc génèrent 2 fois plus de profits, avec 4 fois moins d'employés. Aujourd'hui, à travers la transformation digitale, il y aura moins besoin d'employés. Donc, pour moi, l'inversion de la courbe du chômage, c'est une chimère aujourd'hui. On va d'abord vers une réduction du nombre d'emplois. On va retrouver des emplois, il n'y a aucun doute de ça. Il faut accompagner le pays dans cette transformation. Et je ne crois pas que baisser les charges ne fasse quoi que ce soit là-dessus. Rendre l'emploi plus fluide, permettre aux gens d'avoir plus confiance dans la possibilité de changer d'emploi, de pouvoir apprendre tout au long de leur vie, d'être plus adaptés dans ce qu'on propose à l'école et à l'université, de mieux sensibiliser les jeunes sur le fait que, ok, c'est bien d'apprendre de l'histoire parce qu'ils sont passionnés d'histoire, mais qu'il faut un peu se poser la question de savoir qu'est-ce qui va leur permettre d'avoir un métier, d'être capable de différencier ce qu'on fait pour avoir une utilité sociale ou économique et ce qu'on fait par passion personnelle, voire être capable de les mettre ensemble, mais en tenant compte de la question de l'utilité sociale ou de l'utilité économique, de permettre à des gens d'être utiles socialement, même s'ils n'ont pas un emploi au sens traditionnel. Moi, c'est ça les chantiers que j'aborderai. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire aux start-upers qui suivent votre parcours et qui aimeraient sûrement vous imiter? Écoutez, 2 choses. D'abord, c'est possible. Ouais. Et la deuxième, c'est une quantité de travail sans borne. Merci à vous, Jérôme Leca. Je le rappelle, vous êtes dirigeant de Scality, forcément, sûrement l'une des prochaines licornes françaises. Nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro des Entrepreneurs du Monde. Merci à vous de nous avoir accueillis dans vos bureaux et à bientôt. Merci. Thank you.